Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la redondance appliquée en hydrologie prévisionnelle, vous expliquer quels sont les enjeux, les avantages, où qu'on la retrouve comme telle. Une introduction qui peut être un peu redondante, mais qui est nécessaire, une image qui vous montre que les inondations au Québec, c'est une réalité qui nous habite par notre histoire, sur notre territoire, qui laisse toujours un mauvais présage d'une récurrence quasiment assurée, qu'on peut mieux anticiper simplement avec les prévisions hydrologiques. À noter vraiment que les inondations de 2017-2019 ne figurent pas sur la figure. Depuis 1996, depuis le déluge du Saguenay, c'est devenu une responsabilité provinciale partagée entre deux ministères, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Sécurité publique. L'un étant vraiment pour faire les prévisions hydrologiques et l'autre pour émettre des alertes d'inondation. Ça a été aussi le sujet de très nombreuses recherches. Je pense à l'Institut national de recherche scientifique, l'École de technologie supérieure, l'Université Sherbrooke et également nous à l'Université Laval. C'est aussi un intérêt public de sociétés d'État et privées. Je pense à Environnement Canada et changement climatique, Hydro-Québec pour vraiment les réservoirs des barrages hydroélectriques, Rio Tinto pour le lac Saint-Jean, et dans notre mesure, Hydro-Météo qui a vu le jour en 1996, une compagnie privée basée dans la Naudière, qui font la surveillance des rivières dans ce coin-là. Quels sont les objectifs et moyens pour faire une prévision hydrologique? Il y en a trois. D'abord, c'est prévoir le comportement hydrologique en termes de débit d'un cours d'eau, afin de prévoir le comportement hydraulique d'un niveau d'eau d'un cours d'eau, afin d'anticiper, orienter les interventions, les planifications sur le territoire pour atténuer les conséquences sur les populations et la pérennité des infrastructures. Pour ce faire, les moyens, c'est à l'aide de systèmes de prévision hydrologique par des prévisions d'ensemble qui regardent plusieurs scénarios et l'intervention d'un prévisionniste qui regarde le meilleur scénario plus l'incertitude. Un système de prévision hydrologique, au niveau des composantes, il y en a trois. Il y a d'abord la composante de données. Il faut nourrir le système comme tel avec des données, soit des observations météorologiques, des prévisions météorologiques, des données physiographiques. Par la suite, la deuxième composante, c'est les modèles qui gèrent ces données-là. Et il y a aussi des méthodes qui permettent d'arrimer au mieux les modèles comme tels à l'observation et ça génère les prévisions en question. Avant d'aller plus loin, c'est quand même important d'avoir certaines définitions et concepts. D'abord, la redondance. C'est le caractère de message d'un code présentant des répétitions des éléments excédentaires par rapport au nombre de signes strictement nécessaires à la transmission de l'information et permettant une meilleure compréhension, une fiabilité meilleure. L'hydrologie prévisionnelle, je la définis comme la science qui étudie l'ensemble des maillons de la chaîne de modélisation de prévision hydrologique et qui inclut l'expertise comme dernier maillon. Il y a 5 maillons au total. Il y a les données, ensuite il y a les modèles, les méthodes, les systèmes et l'expertise. Incohérence. Manque d'accord d'unité, de lien logique entre des parties ou entre des éléments d'un ensemble. Vous allez mieux comprendre ce que c'est l'incohérence plus tard. Et défaillance, c'est une perte momentanée ou non des qualités requises pour remplir une fonction. La redondance, elle peut se présenter sur 3 structures différentes. D'abord en série, quand vraiment les composantes sont présentes un après l'autre. On a juste à penser aux différentes mesures pour le COVID, le lavage des mains et le lavage des surfaces. Et elle peut être présente aussi en parallèle active quand les deux composantes sont fonctionnelles en même temps. Et vraiment, ça demeure fonctionnel tant aussi longtemps que les deux composantes fonctionnent. Ou parallèle en veille, quand une composante ne fonctionne pas, on permute à la deuxième composante. La redondance, au niveau des catégories, elle peut être spatiale quand on a plusieurs instruments de mesure pour même lieu. Elle peut être temporelle quand on prend plusieurs mesures au-delà de nécessaire pour une prise de données. Et elle peut être aussi analytique. On n'a qu'à penser vraiment aux nombreuses méthodes pour déterminer vraiment la pluie sur un bassin versant. Il en existe plusieurs. Il y a plusieurs méthodes au niveau de l'analytique pour déterminer les précipitations au niveau d'un bassin versant.
La redondance, elle est présente dans les données, surtout dans les données des observations et les prévisions météorologiques comme telles. Dans les observations, pour le Québec, on a une source fédérale, Canadian Precipitation Analysis, qui donne des observations sur grille de 2,5 km au maximum, au pas de temps 6 heures. On a le réseau de surveillance du climat du Québec, qui comprend les stations québécoises de météo, et aussi une source haute agrométéo qui regroupe 259 stations. Parfois, vraiment, il y a des incohérences entre les différentes sources, surtout par rapport aux précipitations. Au niveau des prévisions météorologiques, il y a plusieurs agences à travers le monde qui émettent des prévisions ici pour le territoire, pour le Québec. On n'a qu'à penser au Centre météorologique canadien qui émet des prévisions déterministes, un seul scénario, assemblistes. Il y a plusieurs produits même au sein de ces prévisions-là. Il y a le National Oceanic Atmospheric Administration, c'est américain, qui émet également des prévisions sur notre territoire. Et le European Center for Medium Range Weather, qui émet aussi des prévisions sur notre territoire. Chacun vraiment de ces agences-là émettent un nombre considérable de prévisions comme telles. La redondance est aussi présente dans les modèles, à un tel point qu'il n'existe aucune liste exhaustive de l'ensemble des modèles présents en hydrologie. Les modèles peuvent se différencier selon leur représentation spatiale. Certains peuvent être unidimensionnels, d'autres vraiment surfaciques et 3D. Peuvent être différenciés selon la représentation des processus hydrologiques, à savoir empiriques, conceptuels ou physiques. Empirique, on ne reconnaît pas nécessairement les mécanismes au niveau hydrologique. Conceptuel, on a une idée à peu près de ce que c'est les mécanismes, les processus hydrologiques, et physique, mais on intervient plus avec des lois physiques. Et aussi, les modèles peuvent être différenciés au niveau de la représentation temporelle, qui peut être soit continue ou événementielle. On a eu aussi l'idée d'avoir des approches multimodèles, autrement dit, au lieu d'avoir un seul modèle, d'en avoir plusieurs. Ici, je fais référence à OUPLA, qui a été développé à l'Université Laval par Antoine Thibault, qui comprend 20 modèles globaux, autrement dit unidimensionnels. Et il y a même du monde qui ont poussé un peu plus loin, Marmotte, avec 46 modèles globaux conceptuels. La redondance est également présente dans les méthodes. Je définis une méthode comme l'ensemble des techniques qui permet d'arrimer au mieux les simulations des modèles hydrologiques aux observations afin d'estimer les conditions initiales servant à la production des prévisions hydrologiques déterminées ou assemblées. Les méthodes se déclinent en deux groupes. Les méthodes d'assimilation. Une méthode d'assimilation intervient soit sur les variables d'entrée des modèles, les variables d'état. Une variable d'état, on peut figurer comme la hauteur d'un réservoir, comme tel. Soit sur les paramètres. Le paramètre, c'est la hauteur du réservoir. Et ou les variables de sortie. Les méthodes d'assimilation peuvent être manuelles, autrement dit, ça nécessite une intervention humaine, peuvent être variationnelles ou séquentielles. Et aussi, en second plan, il y a des méthodes de post-traitement qui se déclinent en deux, soit statistiques, on essaie de chercher des lois statistiques à travers une grande série, un grand ensemble de données, ou combinatoire, c'est une nouvelle méthode de post-traitement que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat, qui essaie de regrouper la meilleure combinaison possible quand on a beaucoup d'ensemble. La redondance interne pour un système de prévision hydrologique, c'est avantageux. Ça permet de faire des diagnostics de fonctionnement. On peut comparer deux méthodes qui sont différentes entre elles et voir s'ils sont cohérentes ou pas. Ici, je présente les prévisions déterministes issues du fil de Karman d'ensemble. C'est une méthode d'assimilation séquentielle. Et vraiment la méthode multimodèle combinatoire sélective, qui est aussi une méthode de post-traitement combinatoire. On peut voir que les méthodes s'entendent. On peut faire aussi un diagnostic de fonctionnement entre les données. On peut prendre différentes sources de données, soit deux prévisions déterministes, une prévision déterministe et assembliste, puis pouvoir les comparer. Ici, je présente vraiment les prévisions déterministes du Centre météorologique canadien et la prévision assembliste, les 20 membres également du Centre météorologique canadien. On peut faire simplement une comparaison. La redondance interne
peut aussi faire un diagnostic de fonctionnement puis faire des défaillances du système. Quand on voit que deux méthodes ne donnent pas les mêmes résultats, bien, on peut dire que le système est défaillant, ne fonctionne pas. Un des enjeux actuellement avec le système qu'on a, il n'y a aucune interaction possible parce que c'est un système qui est complètement automatisé. On peut simplement le voir, le constater, mais sans nécessairement interagir. Ce qui me mène à la redondance des systèmes. Le quatrième maillon vraiment de l'hydrologie prévisionnelle, il existe 3 catégories de systèmes de prévision hydrologique. Le premier système, c'est un système qui est manuel, pour lequel l'automatisation est partielle. Les interactions sont nécessaires. Il y a des indicateurs présents. L'expertise rattachée peut être interne ou externe. On peut le figurer comme un cockpit d'un petit avion. Ça prend nécessairement un pilote pour le piloter, sans quoi l'avion va voler de lui-même, mais il ne va sans doute pas atterrir à l'endroit désiré et la méthode qu'on veut. Le deuxième système, c'est un système qui est complètement automatisé, out of the loop en anglais. Il n'y a aucune interaction possible. Les indicateurs peuvent être variables, c'est au choix, et l'expertise nécessairement est externe. On peut le figurer comme un drone pour lequel vraiment il n'y a pas de pilote, rien. Troisième système, c'est le système supervisé, over the loop. L'automatisation est totale. Les interactions, c'est au besoin, si c'est nécessaire. Il y a des indicateurs présents. L'expertise rattachée peut être interne et externe. Ce système, on peut le figurer ou l'imaginer comme le cockpit d'un avion de ligne pour lequel il y a un pilote, un copilote, beaucoup d'indicateurs de fonctionnement de l'appareil, un radar devant qui indique la météo, ainsi de suite, et vraiment des voyants qui indiquent si vraiment le pilote doit reprendre le contrôle comme tel de l'appareil. La redondance externe de système pour le Québec. D'abord, il y a le système de prévision du cycle de l'eau comme tel d'Environnement Changement Climatique Canada. C'est un système qui est complètement automatisé, qui est présenté sous forme de grille de résolution 1 km jusqu'à 84 heures d'horizon. C'est un modèle hydrométéorologique pleinement couplé 3D. C'est un système qui est opérationnel depuis le 4 mars 2019, mais qui malheureusement n'est pas diffusé au Québec en raison à la demande du gouvernement du Québec. Et avec ce système, on peut autant avoir des prévisions avec des points non jaugés, plusieurs cours d'eau. Le deuxième système, c'est celui qui est officiel, c'est celui qui provient de la direction de l'expertise hydrique. C'est un système qui est manuel, qui nécessite des prévisionnistes. Le modèle comme tel, c'est un modèle Hydrotel 2D qui est opérationnel depuis 1996. Il y a aussi un troisième système. Je ne sais pas si c'est le moment opportun pour faire une déclaration d'existence, mais il y a à l'Université Laval, depuis mon projet de doctorat de 2018, on a mis en place un système pleinement opérationnel comme tel, basé sur OOPLA, les 20 modèles d'OOPLA. Et c'est un système qui présente une redondance de données, entre des données déterministes et des données assemblistes, et une redondance de méthode entre une méthode d'assimilation séquentielle et une méthode de post-traitement combinatoire. Un des grands enjeux quand on a une redondance de système, c'est vraiment les prévisions qui peuvent en découler. C'est un exemple réel. J'ai simplement remis les prévisions sur une même figure. On peut voir qu'il y a des incohérences par rapport à des dépassements de seuil. On peut voir simplement que la prévision vraiment de la direction de l'expertise hydrique est sous le seuil inférieur d'une inondation mineure, tandis que quand on regarde la prévision ensembliste moyenne provenant du système de l'Université Laval est supérieure au seuil d'inondation majeure. C'est un constat qu'on a observé. C'est vraiment peut-être la plus grande problématique, le plus grand enjeu quand on a plusieurs systèmes. Ça renvoie à des incohérences qu'on est difficilement capable de répondre. De un, il n'y a aucune interaction possible. De deux, il y a une méconnaissance des états modélisés. Il y a un système qui provient d'un modèle
2D, tandis qu'un autre, un modèle unidimensionnel, ça revient à comparer des lignes droites à des carrés, et pour lequel on n'a pas d'éléments comparatifs entre les deux. Il y a aussi une méconnaissance des états réels. C'est quoi les états réels du bassin versant? C'est quoi vraiment la teneur en eau dans le sol, le degré de saturation, la maturation de la neige, le niveau de la neige? On a une méconnaissance des états réels. Aussi, on a des données, des modèles, des méthodes différenciées. Et actuellement, le centre de prévision unificateur est absent. Donc, on ne peut pas tout voir visualisé sur une seule figure. C'est plusieurs sources qui sont éparses, mais qui ne sont pas encore réunies en une seule figure. On s'est demandé quelles étaient vraiment les incohérences et les situations cohérentes. Il y a 4 situations cohérentes, soit vraiment les 2 prévisions n'apportent aucun dépassement de seuil, 2 prévisions, un seuil d'inondation mineure, moyenne et majeure. Il y a des incohérences de niveau 1, c'est quand il y a un écart d'un seuil. On va dire une prévision renvoie aucun dépassement, tandis que l'autre, une inondation mineure. Des incohérences de niveau 2, c'est quand il y a un écart de 2 seuils. À titre d'exemple, c'est vraiment une prévision d'inondation mineure et l'autre renvoie une inondation majeure. Et des incohérences de niveau 3. Autrement dit, c'est quand il y en a un qui donne qu'il n'y a pas d'inondation, tandis que l'autre renvoie une inondation majeure. On a fait vraiment un pourcentage, à savoir des situations cohérentes et incohérentes. De ce qu'on voit, 97 ou 98% des situations qu'on rencontre sont cohérentes. Donc, ça n'arrive pas très souvent que les situations sont incohérentes. On a 1,7% de situations incohérentes de niveau 1, 192% de situations d'incohérence de niveau 2 et 0,64% d'incohérence de niveau 3. Fait que ça existe, mais c'est rarissime. C'est une période d'analyse qui va d'avril 2018 à mai 2019, soit 9464 jours de prévision. C'est entre les prévisions ENQF déterministes et les prévisions de la Direction de l'expertise hydrique déterministe, le tout pour 34 bassins versants. Les constats qu'on peut apporter au niveau de la redondance de méthodes au sein d'un même système, ça permet de faire des détections de défaillance, un diagnostic, permet de faire des détections d'incohérence, un diagnostic, et éventuellement faire des pronostics, à savoir connaître la cause, pourquoi vraiment on détecte une défaillance ou des incohérences. Constat de la redondance externe de système, ce fait qu'il y a vraiment des analyses internes au niveau des états modélisés très, très complexes. On se retrouve avec une superposition d'états modélisés, un peu à titre de la mécanique quantique, quand une particule se trouve en superposition d'états, c'est à peu près la même chose. Et on ne peut pas savoir comme tel c'est quoi les conditions réelles du bassin versant. Ils sont partiellement connus. Ça apporte aussi des incohérences de dépassement de seuil, surtout au printemps et à l'automne, et ça peut représenter jusqu'à 20% des prévisions quotidiennes. Quelles sont les évolutions possibles pour le centre de prévision officiel? D'abord, c'est transformer le système automatisé, de le migrer vers un système supervisé. Autrement dit, de donner les interactions encore possibles aux prévisionnistes au niveau du système automatisé. La deuxième évolution, c'est que le centre de prévision considère les prévisions émanant de d'autres systèmes automatisés externes, puis de conserver soit leur système présent ou avoir un système supervisé. Donc ça, c'est la deuxième évolution possible. La troisième évolution possible, c'est de recourir à une redondance de l'expertise, surtout quand on a des incohérences de dépassement de seuil, pour prendre la meilleure décision possible. Ça intervient au centre d'aide à la décision comme tel. Pour chacune de ces solutions possibles, il y a toujours, la prévision officielle qui doit être émise comme telle et la possibilité d'avoir rendre publiques les prévisions alternatives provenant des autres systèmes. Les avantages. L'évolution possible 1, c'est les interactions avec le système, mais c'est le seul avantage. La solution 2, c'est vraiment la considération des autres systèmes automatisés opérationnels. Et la solution 3, c'est une redondance au niveau de l'expertise
quand elle est nécessaire au printemps au niveau des incohérences de dépassement de seuil ou pendant la crue du printemps. Ce qui me mène à parler du dernier maillon, vraiment, de l'hydrologie prévisionnelle, l'expertise. Je définis l'expertise par la procédure par laquelle on confie à un ou plusieurs experts le soin de donner un avis sur des éléments ou indifférents quand ceux-ci présentent des aspects techniques. L'expertise, elle peut être interne à l'agence, dépendante quand c'est les prévisionnistes, autrement dit les pilotes qui contrôlent le système, indépendante quand ils demandent une contre-expertise de ce qu'ils font. L'expertise peut être aussi externe à l'agence, indépendante par le fait. Elle peut être de nature publique ou privée. Au Québec, l'expertise, ce sont les prévisionnistes de la direction de l'expertise hydrique. Ils sont au nombre de 9. Il y a aussi des experts locaux, des prévisionnistes d'hydrométéo, sont au nombre de 3. Ça peut être des professeurs, des professionnels de recherche, des étudiants, directeur général d'une municipalité. Toute personne qui a développé avec les années vraiment une connaissance propre des cours d'eau dont ils sont riverains. Ça fait que l'expertise, c'est très, très varié. Ça nous mène à l'avant-dernière page comme telle, défi d'une expérience heuristique. Un des défis qui s'est présenté à nous, comment évaluer un nouveau système de prévision automatisé opérationnel. Normalement, ça prend des chroniques qui font une année ou 2 pour voir les performances du système. J'ai eu l'idée, au tout début de mon projet, de partager les prévisions avec le professeur Brian Mortz et son équipe pour voir vraiment si le système fonctionnait. J'ai passé un hiver entier à programmer tout le nécessaire, connecter tous les tuyaux pour rendre le système opérationnel, mais je n'avais pas idée si j'avais bien fait mon ouvrage ou pas. Petite anecdote, on a remarqué, Brian et Benoît de Turcotte, qu'il y avait une incohérence au niveau des prévisions assemblistes. Il était anormalement élevé, trop élevé. Après une investigation, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de variable. J'avais pris eau précipitable au lieu de précipitation accumulée dans les prévisions assemblistes. L'un étant le nuage au complet et l'autre vraiment étant ce qui tombe du nuage. Sinon, on peut évaluer vraiment à l'aide de métriques sur une longue chronique. Ici, je présente quelques métriques, soit l'erreur quadratique moyenne, le NASH et le KGE. Le RMSE, l'erreur quadratique moyenne, c'est une métrique qui va de 0 jusqu'à l'infini. Je présente vraiment les résultats médians des 37 bassins versants qui sont opérationnels, qui représentent 26 000 jours de prévision. De ce qu'on voit, on remarque que les prévisions déterministes en bleu et en vert sont à peu près similaires et la prévision assembliste est quand même plus performante au-delà de 72 heures. Pour le NASH, c'est une métrique qui va de 1 jusqu'à moins l'infini, 1 étant vraiment l'optimum. On voit la même chose. On voit que les prévisions déterministes sont à peu près, présentent les mêmes performances et la prévision assembliste, à partir de 72 heures, est optimum par rapport aux prévisions déterministes. Le KGE, lui, c'est un regroupement de 3 métriques, soit la corrélation, le biais et la variance. C'est une métrique qui va de 1 jusqu'à moins l'infini, 1 étant optimum. Et encore le même constat, on voit que les prévisions déterministes se ressemblent en termes de performance et la prévision assembliste présente des performances meilleures pour les horizons de 72 heures à 159 heures. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Que la redondance présente un grand potentiel de recherche en hydrologie prévisionnelle. Elle est omniprésente dans tous les maillons vraiment de l'hydrologie, que ce soit les données, les modèles, les méthodes et les systèmes ou l'expertise. Elle est présente partout. De 2, la redondance interne de méthodes et de données au sein d'un même système est avantageuse car elle permet de faire des diagnostics de défaillance et d'incohérence. La redondance de systèmes de prévision hydrologique opérationnelle est compliquée dans sa mise en œuvre en raison de la diversité des données, de la diversité des modèles, de la diversité des systèmes, de la rareté de l'expertise externe. Je crois qu'elle nécessite un accompagnement pour qu'elle se mette en œuvre mieux, plus facilement. Et pour finir, les 3 solutions proposées sont déjà disponibles ou partiellement disponibles pour quelques bassins versants. Le système supervisé existe. C'est au fait, à l'université, ici, on a 3 systèmes qui tournent à chaque jour. Le système 2 et 3,
c'est des systèmes supervisés auxquels on peut interagir avec. Fait que ça existe. La solution 2 existe aussi. Les prévisions sont partagées avec les prévisionnistes de la direction de l'expertise hydrique et aussi vraiment les personnes, quelques personnes du ministère de la Sécurité publique. Et la solution 3, la redondance de l'expertise par l'équipe de Brian sur la rivière Chaudière, la rivière Sainte-Anne, a lieu aussi comme tel. Voilà, ce qui clôt ma présentation.